T'as tombé ton Sauvage téléphone et dans de l'eau. toutes les histoires du Grand Ouest. Mais c'est au XVIIe siècle que les mariniers aux commandes de leur gabarre en comprennent tout l'intérêt. Voici leur histoire. Au cœur d'une époque troublée, où bandits de grands chemins et mercenaires terrorisent nos routes, les fleuves deviennent naturellement des voies de communication beaucoup plus sûres. Les riverains de la Loire en prennent conscience, s'organisent, et de génération en génération, le transport de marchandises devient une seconde nature. Les premiers à se lancer sont les voituriers par eau. Ces mariniers de Loire partent en général pour un voyage de 1 à 3 mois en vivant comme des nomades sur leur bateau maison. Beaucoup n'ont qu'une cabane en planche pour s'abriter, manger et dormir. Ce qui ne les empêche pas d'être fiers de leur métier. Vilains sur terre, mais seigneurs sur l'eau, comme ils aiment à le dire. À cette époque, en Anjou, 223 bateaux officiels naviguent sur la Loire. Ils importent et exportent de nombreuses marchandises, principalement du vin, du sel, du chanvre, des céréales, des pommes, des épices, du café, du cacao et surtout du sucre non raffiné qui arrive directement des îles via le port de Nantes pour être livré aux raffineries de Saumur et d'Angers. Leur cargaison comporte également de l'ardoise et du tuffeau. L'ardoise est produite de Trélazé à Segré, le tuffeau à Saumur. Ils sont utilisés pour édifier les demeures royales et seigneuriales de la vallée de la Loire, ainsi que le château de Versailles. À Angers, le château du roi René que vous pouvez admirer sur votre droite en est un bel exemple. Construit au XIIIe siècle, il est composé de 17 tours, toutes érigées avec une alternance d'ardoise et de tuffeau d'Anjou. Le vin est avec l'ardoise et le tuffeau l'un des produits les plus exportés sur la Loire. Mais son transport est compliqué. Il s'évapore, craint la chaleur et le gel abîme les fûts. Certains médisants accusent même les mariniers de boire une partie de la cargaison. Il est vrai que leurs contrats leur permettent de s'y abreuver, mais à chacun d'y faire son calcul, car le prix au final n'est payé que sur les tonneaux pleins à l'arrivée. En parlant de payer, nous arrivons au bureau du péage. Profitons de l'absence du douanier pour passer discrètement. Et oui, sur la Loire, les péages sont très fréquents. Les droits de douane d'Algrande, la porte de l'Anjou, sont d'ailleurs si élevés qu'ils rendent impossible le transport des vins non marchands. C'est l'une des raisons qui poussera les Angevins à produire des vins d'excellence. Qu'il soit exporté ou importé, chaque marchandise est taxée selon des critères bien établis. Les épices, par exemple, n'échappent pas à cette règle. Les grands commerçants, comme la compagnie des Indes, les importent. Et l'exotisme en fait des produits de luxe. Elles sont vendues dans des épiceries qui portent des valeurs. On en recense 35 à Angers, dans lesquelles sont aussi vendus des bois de teinture, comme l'indigo, le bois jaune de Jamaïque et le bois de dinde, ainsi que de nombreuses plantes médicinales. Parmi tous ces produits exotiques, de nombreuses plantes à fleurs d'origine asiatique sont aussi du voyage. La rose en fait partie. Cultivée en Anjou depuis le XVe siècle, grâce à ce grand amoureux des plantes qu'était le roi René, sa production se développe au XVIIIe siècle sous l'égide du baron Foulon, qui crée, avec son jardinier Edmé Crespin-Châtenay, des pépinières royales à Douai-la-Fontaine. Des rosiers de Chine introduits via l'île de la Réunion sont alors plantés. En 1771,
Philibert Commerson, naturaliste français, participant à l'expédition de Bougainville, découvre sur ce même petit bout d'île une magnifique plante à laquelle il donne le nom d'hortensia. Introduite quelques années plus tard en Anjou, elle y trouve alors une terre et un climat propice à sa culture. Sa réputation est telle que les colporteurs fleuristes de Loisan viennent s'approvisionner de jeunes plants depuis les Alpes, afin de les vendre partout en Europe. Toutes sortes de végétaux sont ainsi acheminés par la Loire jusque dans nos villes. Les noix de coco, par exemple, vont alimenter les importantes fabriques de chapelets saumuroises qui utilisent la partie ligneuse de la noix pour en tailler les grains. L'Anjou, à cette époque, produit la presque totalité des chapelets qui se vendent en France et à l'étranger. Si de nombreux produits remontent la Loire, d'autres les descendent. Le chanvre est de cela, cultivé dans les régions de Beaufort-en-Vallée, Chalonne et Montjean, il est alors utilisé pour la fabrication des vêtements, des draps ou bien encore des célèbres mouchoirs de chanvre. Il sert aussi à la confection de paysages c'est le nom qu'on donne aux jardiniers décorateurs qui savent broder le elles sont ainsi créées à Besson et à Angers. Elles fournissent, via le fleuve, les arsenaux militaires de Rochefort Il y a et même de un Brest. ouvrier, un architecte du nom d'Alexandre Marcel, qui a recréé un jardin asiatique avec des Parmi les végétaux les plus cultivés en Anjou, n'oublions pas les céréales, et plus particulièrement le blé. Alors très convoité, il est souvent exporté clandestinement. On raconte qu'au XVIIe siècle, des commerçants flamands, apportant du lin à Nantes, avaient acheté pas moins de 4000 tonneaux de vin d'Anjou. Mais ils avaient aussi acheté secrètement du blé qu'ils cachèrent dans ces tonneaux. Malheureusement pour eux, ils furent découverts et durent abandonner cette riche cargaison. La terre d'Anjou est une terre d'exception, et tout ce qui y pousse est sujet à l'exportation. Les fèves, les pois et les lentilles sont chargés sur des bateaux de mer. Ils servent pour la consommation journalière des marins ou pour l'Amérique et l'étranger. Le millet, le maïs, l'orge et le lin sont, eux, chargés sur les bateaux de Loire pour être transportés vers le bassin parisien. Les céréales ne sont pas les seuls aliments que transportent les gabarres. On y trouve aussi des fruits. Parmi eux, les pommes, et plus particulièrement les pommes tapées. Préparées dans la commune de Turcan, dans le Saône-et-Loire, ces pommes chauffées, déshydratées et tapées à l'aide d'un marteau ont été imaginées spécialement pour les marins, et plus particulièrement ceux de la Loire. Privées d'eau, elles ne prennent que très peu de place, sont légères et fournissent surtout de la vitamine C pour éviter le scorbut. Durant 2 siècles, les mariniers de Loire vont ainsi prospérer. Et c'est toute une économie locale et régionale qui va fleurir sur les bords des rives du plus long fleuve de France. Fin 19e, le progrès pointe à l'horizon et l'arrivée du train en Anjou, beaucoup plus rapide et moins cher que le bateau, ainsi que l'amélioration des routes, signent la fin de la marine de Loire. Les 426 bateliers du quartier d'Angers doivent alors se reconvertir et partir vers de nouvelles aventures, laissant dans nos mémoires d'impérissables souvenirs. Tout au long de la Loire ensuite, avec toi une marine. Au long de la Loire ensuite, avec toi une marine. Qu'avait bonne allure et bonne mine en pavillard.